Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal des Jeux Olympiques 2026 et on en parle tous les soirs dans le 19h de la place du village en direct. Également aussi, cette rubrique est à revoir, vous le savez, en replay sur nos plateformes de la place du village. On vous accompagne tous les soirs avec une analyse complète, des réactions également sur les résultats de la journée sur donc ces Jeux Olympiques 2026. Et justement, pour nous en parler, et vous le savez, vous le connaissez très très bien, on va donc accueillir ce soir dans ce journal des JO notre Marc Garcia. Et oui, c'est le nôtre, et on va pas le lâcher, on l'aime bien, justement, le retrouver tous les soirs. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Ça va depuis hier soir, Johan? Tout est bon? Ah oui, tout est bon, et vous? Impeccable, impeccable, impeccable. Voilà, Marc, qui tous les soirs va nous débriefer les journées avec les. Aujourd'hui, qui a une belle journée en plus pour la France. On en reparle dans quelques instants. Je rappelle que Marc Garcia, donc ancien champion du monde de ski, qui est également aussi coach et moniteur de ski. Donc vous voyez, il peut tout nous expliquer justement, et surtout les aspects techniques. On aime bien justement un petit peu en parler tout à l'heure, et pourrez également aussi poser vos questions. N'hésitez pas à le faire en direct sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à le faire. On dira vos questions durant cette émission. Alors Marc, une journée remplie de belles choses pour la France. On peut dire le titrer aujourd'hui cette rubrique. Exactement, exactement, Johan. Quand on a la Marseillaise qui retentit avec même un doublé et puis une médaille de bronze, je pense que on a toutes les raisons d'être satisfait aujourd'hui de nos équipes de France. Une très très belle journée avec, oui, regardez, avec un incroyable doublé, on en parlait dans l'actualité. Oui, oui, parce que je crois que ça n'a jamais été Mm. fait aux Jeux Olympiques au niveau du biathlon d'avoir un doublé sur l'individuel femme comme ça. J'ai cru comprendre tout à l'heure en écoutant les commentaires, tant sur France 2 que sur Eurosport, que c'est aussi historique, ce doublé Mhm. avec ces deux grandes championnes, Julia et Lou. Donc effectivement, une belle épreuve assez exigeante. Vous l'avez vu comme moi. Mhm. Et Tout à une fait. très belle place parce que là, pour le coup, pareil, la Bulgarie, une Bulgare totalement méconnue qui grimpe sur ce podium, troisième place, qui a fait le 20 sur 20, l'une des seules à avoir fait 20 sur 20 aujourd'hui. Donc là aussi, c'est assez inédit. Voilà, voilà, il y a un beau doublé, ce qui fait rajouter 2 médailles donc, donc pour le tableau de médailles pour l'équipe de France, Marc. Oui, entre autres, notamment pour l'équipe de France de biathlon, puisque apparemment je crois que sur 3 épreuves où ils font 4 médailles. Je trouve que c'est quand même hallucinant. Et les compétitions et les épreuves ne sont pas terminées. On va justement retrouver, regardez, ces trois femmes, et oui, du jour, on peut dire, avec donc cette médaille d'argent sur ma gauche, la championne olympique avec l'or devant, et puis également le bronze, Marc. Ouais, avec Perrine. Donc Julia, j'ai écouté beaucoup d'émotions dans sa voix tout à l'heure. Après, les déboires qu'elle a eu avec sa suspension, avec le problème de la Fédération française de ski, c'était pas simple pour toute l'équipe. Et là, remettre en fait les pendules à l'heure et être capable de sortir le grand jeu sur une épreuve olympique, on sait la pression. On a encore vu aujourd'hui justement les Italiennes craquer quoi chez elles. Alors Mm. qu'elles font partie des grandes favorites, Dorothée Virer et Vitozzi, qui font partie des potentiels au podium et qui passent aussi à travers aujourd'hui. Donc nous, que, que dire sur des belles victoires comme ça? Alors, le 20 sur 20, c'est certainement ce que ces athlètes espéraient pour être au mieux. J'ai écouté Julia ainsi que Lou. L'essentiel pour ces épreuves, c'est simplement de gagner la médaille, puisqu'il y avait d'autres adversaires et les autres aussi sont passés à la trappe. Donc félicitations à toute cette équipe, encore une fois, de biathlon. Et vraiment vraiment magnifique de voir ça. Ce qui fait grimper le tableau des médailles. 6 médailles en Ouais. tout, Marc, aujourd'hui. C'est quand même une Ouais. belle journée. Oui, une belle journée. Donc vous m'avez lancé un peu, vous m'avez balancé la balle. Je l'ai pas pris au rebond. Perrine Lafont. Alors Perrine, c'est très Oui, particulier, Perrine. pareil. Vous avez dû voir son émotion énorme, Oui. puisque après les qualifications d'hier, où elle fait une belle quatrième place,
Après, vous savez, vous avez la finale et après vous avez la super finale. Et pour être dans la super finale, il faut faire partie des 8. Et Perrine se qualifie de justesse à la 8e place, sortant un ski, je dirais correct et des sauts corrects, sans plus, avec la pression, parce qu'elle était tendue. Pas qu'elle, hein. Et du coup, ben, petit à petit, les filles arrivaient et Perrine était toujours devant. Et la surprise, c'est que la dernière, Perrine était troisième, et la dernière, qui était Anthony Jaccara, qui est l'Australienne, qui était l'ultime favorite après les dernières Coupes du Monde, mais aussi les qualifications d'hier, la journée de ce matin en finale, elle dominait, mais de la tête et des épaules. Et vous voyez que rien n'est acquis jusqu'à la dernière seconde. Elle fait une faute de quart bête, elle croise les spatules, et la course est finie pour elle. Et du coup, Perrine récupère cette magnifique médaille de bronze. Vous vous rappelez qu'elle avait fait une médaille d'or il y a pratiquement il y a 8 ans. Donc, elle était passée un peu au travers avec une 4e place aux derniers Jeux Olympiques. Et là, une médaille de bronze pour elle, et pour toute l'équipe, parce que j'ai eu Albert, le coach français, tout à l'heure pour les féliciter. Évidemment, beaucoup d'émotions. Et pour la petite histoire, elle se retrouve égalité en termes de points avec une japonaise. Et vous savez que j'entraîne aussi les japonais, mais Et pas dans oui. les bosses. Et en Mm. fait, ce qui était très intéressant, c'est que elles étaient ex aequo sur la technique du ski, parce que c'est 60% de la note. Après, elles étaient ex aequo sur la note de saut. Et en fait, ils ont dû les départager au temps. C'est-à-dire qu'ils ont un chronomètre du départ à l'arrivée. Et je crois que à l'inverse de Nils Alleg, ça s'est joué à peu de centièmes aussi. Donc, Mm. vous voyez que des fois, ça bascule à peu de choses. Et en tout cas, bah, c'est encore une fois, ces épreuves-là, c'est une épreuve d'un jour. Vous avez beau être la grande favorite, et puis la faute est là, et du coup, ben ça ouvre d'autres horizons pour d'autres athlètes. En tout cas, vous avez vu beaucoup d'émotions de la part de Perrine, et je la comprends parce que je l'ai croisée à Tignes il n'y a pas Mm. si longtemps que ça, et s'entraîner avant les Jeux Olympiques, en lui demandant comment allait sa jambe depuis avec la blessure qu'elle avait eue. Elle se sentait relativement bien, mais quand vous n'avez pas pu faire de compétition pendant ces derniers mois, c'est compliqué. Et ces dernières semaines, elle a su se remobiliser. Alors après, ils vont avoir une épreuve de ce qu'on appelle le duel. Mais oui, aujourd'hui, on peut être que satisfait de nos trois flèches là, les deux biathlètes et Péril. Mm. Voilà, les trois là, voilà. Alors, c'est les filles du jour, on peut dire quand même pour cette Ouais. journée de ce mercredi, une belle après-midi. Les téléphones ont bien sonné au niveau des notifications aujourd'hui. On a pu suivre également à la télé, voilà. Voilà pour donc ce point avec les filles et puis également les garçons, mais malheureusement les garçons n'ont pas réussi. Vous me parlez, Oui, j'imagine du super géant. voilà. Oui, j'étais déçu. L'épreuve alpine. Ouais, Mm. l'épreuve alpine, on était tous déçus, Mm. même vous certainement Oui. téléspectateurs, de voir son désarroi, son effondrement à l'arrivée. C'est sûr pour Nils qui partait et qui passe à 300e, Marco Dermatt. Donc encore une fois, alors pour la petite histoire et pour la grande histoire, Franjo van Almen, qui est le seul à avoir eu 2 médailles d'or dans la même Olympiade en descente et en super géant. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Rappelez-vous que le premier champion olympique de descente français, c'était Henri Aurier en 48 à Saint-Moritz. Mais là, pour le coup, c'était Franck Picard qui avait été champion olympique de super géant en 88. Et il n'y avait jamais eu dans tous les pays le même athlète qui gagnait et la descente et le super géant, ce qu'a fait le Suisse. Félicitations à lui, il l'a bien mérité, il a superbement bien skié sur cette piste assez exigeante de Bormio. Et puis la déception, parce que 300e, je crois que savoir Mm. ils ont un peu calculé, c'est 80 centimètres. Alors Oh. il peut refaire sa course 10 000 fois, hein. Il peut la refaire 10 000 fois sa course, euh, Nils. Quand on passe aussi près d'une médaille olympique, parce qu'on sait que ça change la vie d'une personne et d'un athlète. Bah oui, on est tous dans le monde du ski. On est tous tristes parce qu'on est en espérant que ça allait déclencher enfin ce compteur aussi au niveau des Alpins. Malheureusement pour lui, je crois qu'il peut sortir la tête haute parce qu'il, comme il l'a dit, et moi je l'ai vu skier, il a vraiment fait pour moi quasiment un sans faute.
Et partait un. Alors on peut dire ça peut être favorable, mais aussi défavorable parce qu'en général, le 1 donne une tendance pour les autres sur le tracé, les courbes à réaliser, les sauts et les lignes à avoir, et remonter ce qu'on appelle l'information de la part des entraîneurs. Moi, je crois il a vraiment rien du tout à se reprocher, a beaucoup de dignité. C'est comme ça. C'est Mmh. dur. C'est dur. Évidemment, le sport de haut niveau, c'est dur. Et quand vous vous battez pour essayer d'avoir une médaille olympique et que vous échouez aussi près, j'imagine que ben, son staff, ses amis, en tout cas en tout cas en ce qui me concerne, très fier de sa prestation aujourd'hui. Il n'y a absolument pas à rougir. Bravo à Nils. Voilà, voilà. On espère qu'il va réaliser encore d'autres, de bons résultats durant la compétition. Oui, alors pour la petite histoire, Nils c'est plutôt un descendeur et un super géantiste. Mmh. Maintenant, on va basculer chez les hommes avec le slalom géant et le slalom spécial. Donc Nils, ben, les Jeux Olympiques pour lui c'est terminé. Ah. Mmh. Il avait comme vous savez le combiné par équipe aussi. Donc là, il repart tristement chez lui à Serre Chevalier. Mais encore une fois, il a vraiment pas à avoir honte. Il a donné tout ce qu'il avait et c'est une magnifique quatrième place, toujours aux portes au pied de ce podium. Mais c'est comme ça. C'est toujours l'incertitude et la particularité du sport de haut niveau en général d'ailleurs. Oui, voilà. En plus, on en parle très souvent hein, dans cette émission, Marc. On va parler également Oui. aussi, on en parlait tout à l'heure hors antenne, hein, de exceptionnel après la descente et le combiné. Hein, le Suisse Franjo Van Allen qui remporte sa troisième médaille d'or. Ah oui, les Suisses, attention, en dominant le Super G olympique. Ça, les Suisses, ils y vont. Hein. Ah ben là, les Suisses, on les attendait, hein, on les attend Ouais, autant chez les garçons que chez les femmes. Alors mon ami Jean-Jacques Rey, je pense qu'il va non plus sortir une bouteille de champagne comme je disais, c'est qu'il va falloir qu'il achète carrément des caisses maintenant parce qu'à chaque épreuve alpine ils sont toujours là, ils sont toujours sur le podium. Oui, alors il a 3 médailles d'or, sachant qu'il a une médaille aussi au combiné avec Tanguy Neff par équipe, mais c'est surtout l'histoire de remporter, comme je vous l'ai dit précédemment, ces deux médailles d'or en descente et en super géant, chose qui n'a jamais été réalisée. Alors, 3 médailles d'or, on fait référence évidemment au premier de l'histoire qui était Tony Seller à Cortina en 1956 qui avait gagné les 3 médailles d'or, mais là, à l'époque, c'était la descente, le géant et le somme spécial. Il n'y avait pas d'épreuve combinée, évidemment, il n'y avait pas de super géant. Et plus tard, vous savez aussi bien que moi, en 68, notre toutou national, Jean-Claude Killy, c'est qui lui, ouais. remportait les 3 médailles d'or chez lui en France. Et moi, j'en ai encore des frissons parce que j'étais gamin et j'étais évidemment devant mon poste de télévision pour voir ce succès. Donc bravo à Von Malen, vraiment magnifique. Une superbe deuxième place de Cochrane Giguet. Vous savez, Mmh. sa maman a été championne olympique de slalom spécial à Sapporo en 72. Et il faisait partie des outsiders. Il a tiré l'épingle du jeu. Il a bien skié. Et puis une belle médaille d'argent pour les Américains encore. Et je pense qu'ils vont en faire encore quelques-unes. Et puis Odermatt, on l'a vu Zermatt, oui. un peu, parce que Marco, il prend le départ pour être champion olympique, pour être clair. Hein. Il est là pour être champion olympique, c'est l'une les médailles qui lui manquent. Et puis, bah, il est tombé sur plus fort que lui aujourd'hui. Il a aussi fait des erreurs de trajectoire, des erreurs de ligne qui lui ont coûté bah, ses centièmes et ces choses comme ça. Mais bon, on a le même problème pour Nils Alec de l'autre côté, c'est clair. Mmh. Voilà. Voilà donc voilà pour, ces résultats de cette journée, hein, en ce mercredi avec, également aussi, hein, les équipes, adverses, hein, qui continuent également aussi cette compétition. On va continuer Marc avec, des questions. Bah, justement, on en parle, il y a quelques instants, les questions en direct, hein, n'hésitez pas à le faire, hein, sur Facebook, sur YouTube et également aussi sur notre chaîne Twitch, hein. Vous pouvez poser vos questions en direct à 19h26 à Marc Garcia. Il répondra. Hein. Il est là tous les soirs durant cette semaine pendant cette quinzaine olympique. On va justement retrouver la première question. Avec pourquoi Odermatt ne domine plus comme d'habitude. Ben voilà, on en parlait un instant. Les tracés sont-ils moins techniques qu'en Coupe du Monde? Très bonne question. Alors là, la piste de Bormio, la piste n'a pas changé. La forme de tracé peu, on va dire très peu.
C'est une piste beaucoup plus large qu'à Kitzbühel ou Wengen, où là, vous n'avez pas beaucoup d'autres options pour tracer, hein, quand on est traceur. Moi, je dirais que cette année, effectivement, j'ai trouvé que Marco, dans son positionnement, dans la façon dont il était, notamment au niveau de son bassin, autant en géant même, hein, en géant où il a dominé, mais il n'a pas tout gagné non plus, contrairement à l'année dernière, et y compris dans d'autres épreuves, j'ai trouvé que, alors après, est-ce que c'est aussi, vous savez, vous avez une évolution au niveau du matériel, vous avez une évolution au niveau des chaussures de ski, puisque, on ne peut pas citer la marque Salomon, vous avez, les gens évoluent, on essaie de travailler sur des produits avec les ingénieurs, y compris au niveau des skis, et donc vous avez des skis, les skis de l'année dernière, ben aujourd'hui, je suis pas persuadé qu'ils les utilisent, parce que les skis, ben, ils s'usent, d'une manière normale, et puis ensuite on utilise des nouvelles cotes, et je trouve globalement, attention, hein, Mmh. Odermatt, c'est aujourd'hui le leader du classement général de la Coupe du Monde, hein, on va pas se cacher là-dessus, mais que il travaillait beaucoup plus sur son axe de bassin, c'est-à-dire qu'il a un bassin très haut, où il avait tendance à avancer dans les phases de transition pour permettre justement de charger l'avant du ski, pour venir travailler avec l'avant du ski pour pouvoir justement avoir une phase d'action et de relâchement. Et là, je trouve qu'il est peut-être un peu moins précis que je l'avais vu l'année dernière. Mmh. Et après, c'est des détails. Il y a les préparations de piste, il y a les qualités de neige aussi qui ont changé. Bormio, jusqu'à présent, c'était au mois de décembre sur des pistes entièrement. C'était une patinoire. C'était vraiment du verglas. Là, on est sur une neige beaucoup plus d'hiver, une neige beaucoup plus abrasive, avec des variations de luminosité, mais aussi de de température. Parce qu'au mois de décembre, par exemple, il y a peu de variations de luminosité, voire même de température, parce qu'ils ont des neiges parfaitement verglacées. Là, on est sur des formats un petit peu différents. Mais encore une fois, moi, je n'ai que mon regard au niveau de la télévision. Le mieux, c'est d'analyser, c'est d'être sur la piste. Mmh. Mais bon, en tout cas, entre Bormio, pour le coup, en répondant à la question, Bormio, c'est une classique. Cette piste-là ne change pas du tout. C'est juste qui change, c'est les qualités de neige aujourd'hui, en plein mois de février. Et vous l'avez vu, ces fortes températures. Je Mmh. regardais aujourd'hui encore Encore doux, le hein? combiné nordique, au combiné nordique, où les mecs ils pataugeaient dans la semoule, Mmh. sur l'épreuve de ski de fond, après l'épreuve de saut. C'est quand même des, des variantes qui sont très importantes et que même il y a une semaine en arrière, on n'imaginait pas non plus. Et ça, c'est la valse des techniciens, des préparateurs, et qui fait qu'après, bah, on a des options, on a des choix, et puis l'adaptation qu'on peut avoir en fonction de la décision du matériel qu'on va prendre, je dirais presque à la dernière minute, parce que vous pouvez avoir fait une reconnaissance comme ce matin, parce qu'en supergeur, il faut une reconnaissance, puis ensuite, bah, il balance dessus. C'est pas comme en descente où on a des entraînements répétitifs. Et pour le coup, entre le dossard 1 et même le dossard 10, en fonction de la luminosité, en fonction de la qualité de neige et comment ça se passe, il y a encore une possibilité de la part des techniciens avec les coureurs de dire, OK, je prends la paire numéro 1, la paire numéro 2, la paire numéro 3, qui fait que, eh ben, c'est des options un peu comme en Formule 1. Voilà, voilà pour, cette, ces réponses, hein, vraiment très, très bien détaillées. Merci Marc quand même, hein, car voilà, qui nous met, justement un petit peu, une image, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Non, mais c'est vrai que c'est très important Marc quand même, hein, voilà. On va continuer avec une autre question également, alors celle-là, il faut bien l'écouter. C'est Pierre, hein, qui nous demande: «Avec O-sensei, peut-il nous expliquer les différentes étapes, psychologiques, qu'un Nils en pleurs va devoir passer pour devenir un samouraï prêt à tout découper en 2030 pour les JO dans les Alpes et ramener deux belles médailles d'or en DH et en SG1?» C'est Allez, bien la la question. question. Pas mal la question quand Euh, même. Est-ce que vous avez compris ce que signifiait au sensei? Je ne sais pas, justement, je me pose la question en lisant. Alors bon, après, ça m'est difficile parce que ça parle de moi. C'est qu'au Japon, vous avez dans tous les sports et en tout cas dans tous les domaines, vous avez ce qu'on appelle des maîtres. Et les maîtres au Japon, ce sont des sensei. Dans D'accord. quelque sorte, alors, c'est ancestral, hein, ça Hmm. vient du milieu des samouraïs et bien d'autres encore. Vous êtes dans des catégories que ce qu'on appelle
des maîtres donc, il se trouve que quand moi j'ai gagné les démonstrateurs au Japon, je suis passé dans une catégorie de maître, donc Mhm. sensei. Et le haut sensei, la grande différence, c'est que pour vous expliquer, c'est que moi j'ai eu la chance, en fait, les sensei qui ont eu la chance de rencontrer la famille impériale japonaise d'une manière différente. Moi, j'ai pas rencontré l'empereur, mais j'ai rencontré le cousin de l'empereur qui a souhaité me rencontrer. Et légitimement, vous atteignez comment on appelle ça, une certaine noblesse parce que vous êtes sensei et que vous avez eu la chance que la famille de l'empereur du Japon a rencontré ces gens-là et automatiquement vous êtes assimilé au sensei. Voilà pourquoi il a parlé de ça. Ah, d'accord. Merci à Pierre. Pour ça Voilà, qu'il vous, j'essaie de vous pour, donner. ouais, pour ça qu'il vous appelle Garcia-san. Ouais, ou au sensei. Voilà. Après, voilà. Voilà. Mais bon, après. Donc, pour répondre à sa question, c'est que Ouais. ben, aujourd'hui, c'est tout son staff autour, c'est tous les gens qui sont autour de lui, et je pense qu'il a la première chose, je pense que c'est d'être auprès de ses proches, non pas nécessairement auprès de l'équipe, mais parce que l'équipe, les choses ont été dites en bas de la piste et il y a tout le staff qui est là. Mais après, quand on rentre à l'hôtel, et je pense qu'ils de toute façon, ils vont pas rester trop longtemps non plus sur les épreuves olympiques, à moins que, mais c'est la famille, c'est sa copine, c'est ses parents, c'est toute la famille autour de lui qui va essayer de le réconforter et de lui amener une autre vision de la déception qu'il a eue aujourd'hui. C'est terrible pour lui, il l'a expliqué et nous étions Mhm. tous déçus pour lui. Voilà. Après, vous savez, il y a toujours un laps de temps qui est plus ou moins long en fonction des humains, en fonction des personnes, qui Personne, va ouais. être nécessaire pour faire pour passer au-delà de cette immense déception. Alors après, vous avez des points d'appui différents par rapport à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, par rapport au nombre de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être l'une des seules choses qui pourra leur amener une certaine réalité, c'est-à-dire d'avoir la passion de son sport, d'avoir la chance de faire cette activité-là et d'être passé pas très loin certes, mais d'avoir représenté la France au plus haut niveau. C'est certainement les points d'appui importants. Après, vous savez, 2030, c'est dans 4 ans. Il y a d'autres épreuves entre-temps. Il y aura l'année prochaine les Mhm. championnats du monde chez nos amis suisses à Crans-Montana. Et ensuite, il y aura d'autres championnats du monde en 2029. Donc, il y a le temps de se remobiliser, de se Mhm. reconcentrer et de travailler Et, de manière différente. et de Aujourd'hui, c'est se préparer. Mhm. oui. Enfin, en tout cas, je voulais avoir Christophe Sayoni, mais l'équipe comment il s'appelle, l'équipe des entraîneurs et le staff français sera autour de lui pour essayer de lui amener tout le réconfort dont il aura besoin. Ce qu'a fait très bien Johan Carré tout à l'heure ou d'autres commentateurs. Voilà, c'est les proches qui vont faire en sorte, mais il sera toujours face à lui-même, face à son miroir, tout seul, par rapport à cette grande déception. Et ça va demander un petit peu de temps, un peu de recul. Il y a des Coupes du Monde qui vont enchaîner après les Jeux Olympiques et ce sera certainement l'une des meilleures façons d'essayer de passer, de tourner la page. Mais c'est toujours facile à dire et pas toujours facile à faire. À faire, c'est ça. C'est, ouais, vous avez tout à fait raison, Marc. Justement, Pierre qui nous demande est-ce que Marco Odermatt prend des cours de ski avec Gigi Ray. Alors, qui est Gigi Ray? Dites-nous un petit peu. Là, c'est des boutades entre nous. J'en ai créé, c'est mon ami de pardon, de Anvers, qui a été membre des équipes de Suisse à l'époque avec Pierre Zurbriggen donc c'est un ami à nous et qui est très évidemment suisse quoi, avec les cloches suisses et non Jean-Jacques je suis pas persuadé qu'il ait fait partie du staff technique de Marco. Il y a une différence d'âge aussi et donc non je crois pas mais on essaie toujours de se taquiner entre nous. Voilà pourquoi Hmm. il y a cette boutade. Voilà. Merci hein, pour cette réponse, Marc. On va continuer avec une question très intéressante hein, qui porte justement sur les JO 2030 de la part de Louis Lou qui nous regarde sur Facebook. Est-il vrai que les JO, Monsieur Gros Piron va être remplacé? Ah, ça fait rire, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Pour être clair, Ah, dans le milieu de la montagne et du ski, il y avait déjà
Et On vous? en a parlé pendant la Coupe du Monde de Val d'Isère en expliquant. Moi, en tout cas, on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit, vous savez, moi, je connais un petit peu Edgar. Je connais sa combativité et son investissement. Euh, Après, vous avez vu que c'est un peu la valse aujourd'hui au niveau du comité d'organisation. Il faut trouver une certaine stabilité et c'est pas simple. C'est pas simple. Mm, Euh, en tout cas, je ne crois pas parce que je pense que Edgar a une certaine valeur de l'olympisme puisqu'il est, rappelez-vous qu'il a été champion olympique et le mm, premier champion olympique de boss à l'époque, hein, à Albertville. Euh, Moi, je crois pas. Je pense pas que Edgar va rendre les armes aussi facilement que ça. Maintenant, et vous savez aussi bien que moi que s'il y a un contexte assez particulier avec cette distance des sites, un peu mm. comme aujourd'hui Oui. à Cortina et Milan, mais aussi bon avec quand même une connotation politique et c'est certainement l'une des difficultés posées pour nous pour le COJO. Donc moi j'ai croisé Edgar lors du 70e anniversaire du club des sports de Val d'Isère cette année. Bon, on a parlé de différentes choses, hein, assez privées. Je le vois pas rendre les armes aussi facilement, comme je viens de vous le dire. Mm. Ouais, voilà pour la réponse à Louis Lou, hein, qui nous regarde sur Facebook. Voilà, vous voyez comme quoi on entendait parler, Marc nous a même confirmé. On verra, hein, dans les 4 ans qui arrivent, hein. Marc, faut rester positif, comme on dit. Voilà, faut pas. Voilà. On va continuer, Marc, avec une autre question depuis YouTube. Franjo traverse une période particulièrement positive, avec une dynamique impressionnante. En revanche, il n'a pas obtenu les résultats escomptés en descente olympique ni en combiné. Justement, cette situation a probablement généré de la frustration et l'a conduit à forcer davantage qu'à son habitude. Qu'en pensez-vous, Marc? Ouais, alors je saisis pas bien la question pour être clair. La situation de qui alors? De De Franjo. Van Laden, c'est ça? Ouais, De Franjo, d'accord. ouais, ouais. Donc on me parle de frustration par rapport à quoi? Alors, situation a probablement généré de la frustration et elle a conduit à forcer davantage qu'à son habitude, car il n'a pas obtenu les Ouais, résultats escomptés en descente olympique ni en combiné. bah, c'est quand même un skieur qui est relativement jeune, je Mhm, pense. Et en tout cas, de toute façon, on peut faire toutes les analyses de la planète, hein. Pour les Jeux mhm, olympiques, c'est l'épreuve d'un jour. Et mhm, l'une des principales caractéristique des Jeux olympiques, c'est la pression que tous les athlètes du monde entier, quelle que soit la discipline, il faut bien se le mettre dans la tête, prennent une pression astronomique, enfin énorme. complètement énorme, pour des Mhm, raisons diverses, hein. Après, on peut chercher, effectivement, peut-être pas, on se prépare pas assez psychologiquement, ceci, cela, enfin bon, et on peut sortir, vous savez, différentes raisons, mais il faut être clair là-dessus. Ceux qui ont eu la chance d'avoir fait des Jeux olympiques avant se préparent sereinement pour les Jeux olympiques d'après. Ça, à mhm, mon avis, ça, c'est une certitude. Alors, il y a évidemment des athlètes qui passent au travers et qui, dès leurs premières Olympiades, sont capables de claquer des médailles, hein. On l'a vu, Esther Ledeka, par exemple, il y a quelques années, elle est championne olympique de snowboard et elle est championne olympique de super G, or que personne l'attendait en super G. Pour le coup, elle a claqué les 2 médailles d'or historiques à l'époque. Donc, pour Van Almen, moi je crois que c'est toujours des phases qui sont très importantes. Et là c'est le coach qui vous parle, Johan. Un mhm, coach dira toujours que on est là pour faire de l'expérience. On est là pour accumuler de l'expérience. Les erreurs, je dirais les contre-performances ne sont là que pour améliorer la qualité euh, de l'athlète, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein. Vous grandissez beaucoup plus avec les erreurs que vous avez fait pour être meilleur. oui. Celui qui Mhm, pense que finalement il se remet pas en question, à mon avis, il fait en général partie des idiots. Mais maintenant, Van Almen, c'est c'est clair et net qu'il est dans des phases positives énormes. Quand vous voyez le résultat quand même qu'il est arrivé à faire en Coupe du Monde, et puis là, il est carrément sur une autre planète, le mec. Il est sur une autre planète. Et là, vous savez, autant quand vous avez le grain de sable, quand vous avez un grain de sable je dis bien un grain de sable dans la machine elle est déréglée.
totalement. Vous avez beau avoir le meilleur skieur du monde, la meilleure skieuse du monde, vous pouvez avoir n'importe quel athlète dans quelques disciplines que ce soit. On va pas parler que du ski alpin. Un grain de sable, c'est tout par terre. Et comme par hasard, il y a une phase, ça bascule, c'est positif. Je peux vous dire que Perrine, qui était dans une phase avec beaucoup de doutes dans les bosses, aujourd'hui avec sa médaille de bronze, on bascule de phases un peu négatives, voire très moyennes, à des phases positives. Et là, c'est l'être humain qui parle et on est tous différents, mais Mmh. globalement, quand on est tous sur des phases positives, évidemment, ça emmène du succès, des résultats. C'est une évidence. C'est une évidence. Mmh. Voilà pour la réponse à cette question, hein, très, très compliquée, mais quand même, hein, qui, méritait mieux, au niveau de la réponse. Merci Marc, hein. Alors, on va continuer Marc avec une autre question qui vient d'arriver. Est-ce que Marc, parierait pardon, qu'Emma Asher va faire une médaille en grand slalom et en SL également? Oui, ma chère, donc en slalom géant et en slalom En slalom spécial, j'en ai géant? parlé hier Ouais. parce que ce qui est absolument incroyable chez elle, et je vous l'ai dit, c'est l'une des seules athlètes Mmh. au monde à faire les 4 disciplines parce que Fédé, bon, s'est blessé. Il y a Shiffrin qui en faisait à un moment donné et qui a décidé d'arrêter. Après, la gamelle qu'elle s'était mis aussi. Donc, du coup, à mon avis, c'est la grande actrice du ski alpin pour les premières années. Elle est très très jeune et elle est capable d'être sur les podiums dans les 4 disciplines, ce qui est totalement unique aujourd'hui avec la difficulté des programmes. Moi, j'attends veille. Je pense si je mets un billet pour elle, je le mettrai plus facilement en slalom, je pense, qu'en géant. En slalom, voilà, pour, grand appareil qui Oui, nous regarde. sachez qu'elle a quand même fait médaille d'argent à la descente olympique. Elle a fait médaille d'argent par équipe, or qu'elle courait non plus en descente, mais elle courait en slalom. Les Allemands ont fait de magnifiques médailles d'argent. Donc oui, oui, c'est une athlète. Et pour le coup, je peux vous dire que quand vous changez de taille de ski, parce que la difficulté n'est pas non plus parce que vous passez de la descente au slalom, mais c'est qu'aujourd'hui, vous avez pour les filles, vous avez un ski de slalom spécial à 1,55 m jusqu'à 1,60 m, mais en descente, vous avez des 2,15 m. Et le lendemain, vous Ah! repartez avec des skis courts. Vous avez des chaussures de ski beaucoup plus rigides. Et la difficulté, c'est de trouver son équilibre, malgré que ce soit des championnes, avec les qualités de neige différentes et avec ses longueurs de ski différentes. Ah! Parce qu'en fait, chaque jour, ils ont pas tout le temps les mêmes skis, alors chaque Oui. jour, c'est ça? Ah ben non, pas du tout. Quand vous êtes en descente, apparemment, je crois qu'ils ont un 2,15 de 18, mais vous avez Mmh. en super géant des skis plus courts. Vous avez un géant, en géant, vous avez un 188 plus ou moins 5, c'est des tolérances. Et en somme spéciale, chez les filles, elles ont carrément des skis en dessous d'1,60 m. Alors vous Ah! passez, un jour, vous avez un ski de 2,15 m et le lendemain, vous faites une autre épreuve avec des rayons de courbe beaucoup plus courts ou beaucoup plus longs. Ça demande quand même une certaine adaptation. D'accord. Ah voilà pour la une très bonne une très bonne réponse. Merci Marc, hein, justement, je me pose la question également aussi, par rapport à ces différentes tailles, des skis. On va continuer, justement, est-ce que, Pierre qui nous dit, «Perrine a quitté Rossignol pour Idewan, le matériel japonais serait-il meilleur?» Alors, je sais pas, après, faut avouer que la compagnie japonaise est Mmh. quasiment l'une des grandes marques dans les bosses, hein, hommes et femmes confondus. Donc, ils ont vraiment axé leur travail là-dessus parce que l'équipe japonaise, vous l'avez vu encore aujourd'hui, hein, les filles japonaises sont là. Et si on avait un résultat d'équipe, ce serait peut-être les Américaines devant les Japonaises, mais les Japonais seront encore là demain chez les hommes. Donc, c'est une tradition au Japon, hein. Les bosses, c'est Ah. une tradition. Même nous, les démonstrateurs que j'ai fait, il y avait des épreuves de ski. Alors pas comme la Coupe du Monde, mais on devait skier, faire des petits virages dans les bosses. C'est une tradition au Japon, c'est historique au Japon. Donc du coup, légitimement, la marque japonaise a décidé d'axer sa communication et de travailler beaucoup avec les athlètes de Coupe du Monde. Bah, si Perrine, ça a été important pour elle et de basculer là-dessus. Euh, Après, moi, je peux pas donner la réponse du matériel qui a été utilisé, qui a été mis en place par Rossignol, pour ne pas citer la marque, en France.
j'ai pas eu Stéphane Mougin là-dessus. Après, c'est son choix personnel. Mais globalement, on voit beaucoup d'athlètes qui utilisent autant sur les chaussures de ski que sur les skis assez spécifiques pour les bosses. Ça, c'est clair. Voilà, voilà, donc par rapport à ces différentes marques, hein, françaises ou japonaises, hein, les marques connaissent très bien justement, tout ce qui est matériel japonais, hein. Vous connaissez un petit peu, justement tout ce qui est matériel qu'ils utilisent? Oui, bien sûr. N'oubliez pas que j'ai passé 25 hivers de suite au Japon. Donc, et je continue toujours à être entraîneur Mmh. et démonstrateur au Japon. Donc, oui, oui, c'est ma deuxième nation après la France. Donc, oui, je connais. Je me dois quand même de connaître et j'aime bien. Vous savez, j'aime bien étudier, j'aime bien chercher, j'aime bien tester les produits. Donc, Mmh. on en a déjà parlé, hein, le syndicat national des moniteurs de ski français, la marque Ognonnet est présente et la marque exclusive du syndicat national, et ce sont des Japonais à part entière. Et puis il y a maintenant des marques de ski, Ogazaka, qui est l'une des seules marques japonaises qui reste pratiquement sur le marché, qui vient maintenant de s'implanter en France. Donc oui, les Japonais ont quand même une culture assez particulière de l'esthétique, surtout de la qualité, et sachant que c'est encore une nation qui ne sous-traite pas nécessairement avec la Chine, comme beaucoup d'autres de sociétés dans le monde, mais eux ont encore une tradition et un savoir-faire japonais. Voilà. Merci pour ces explications sur, le matériel japonais. Pour l'instant, on n'a pas de questions marques. On va quand même regarder ensemble, le tableau, des médailles, mis à jour à 18h30, hein, tout à l'heure, il y a tout juste 1h10, avec, donc, la France, hein, je vous rappelle, qui est, classée numéro 8 dans le classement, donc établi, bon voilà, les compétitions, hein, continuent encore, actuellement. Je suis en train de regarder justement sur mon écran de contrôle. Heu, que pensez-vous justement des 3 premiers, Marc? Alors les trois premiers, moi je vois pas bien parce que mon écran est très petit. Dites-moi, Alors dites-moi les trois premiers. la Norvège, la Suisse et les États-Unis, si je ne me trompe Ouais, pas. légitimement, c'est les trois. Les Suisses, on va dire que c'est Ouais. vraiment essentiellement pour eux. Bien qu'à un moment donné, il y avait aussi du nordique. C'est vraiment de l'alpin. Les Norvégiens ont vraiment, comme les Américains, ils ont un panel. Aujourd'hui, bah tiens, en combiné nordique, c'est Offrebo, pardon, qui gagne. Norvégien encore, qui gagne le combiné nordique devant un Autrichien. Donc les Norvégiens, ils ont vraiment, quand vous les voyez, il y a toutes les disciplines. Ils sont là, ils sont là dans toutes les disciplines, les Norvégiens, y compris les Américains. Et encore là, on n'a pas eu le hockey sur glace, on n'a pas eu Mmh. certaines épreuves. Les Norvégiens sont représentatifs dans quasiment toutes les épreuves. Donc, je suis pas surpris de voir ces trois nations euh, au sommet de la hiérarchie des médailles. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, et puis bon, la France, hein, quand même, qui est, bien classée avec ses, je vous rappelle, 3 médailles, hein, obtenues en une journée. On espère que ça va continuer comme ça. Ouais, on est à 6. De mémoire, j'avais Oui, entendu parler de 6 en 15 tout, médailles. ouais, ouais. Ouais, on pense qu'on est peut-être au-delà des 15, peut-être arrivé à 20 médailles totalement. Au total, des médailles, bah, on va voir, hein, on attend. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'épreuves. Oui, Il y a où je pense qu'on a encore de grandes chances de médailles et notamment demain, parce que je pense que quand j'ai vu skier Roman, je sais quand hier, oui, avant-hier, en descente, je pense qu'elle a les capacités d'aller chercher peut-être un podium, Roman Miradoli. Et je pense qu'elle a les capacités d'aller chercher une médaille en super géant demain. Je pense. voilà, voilà le programme, hein, qui s'affiche à côté avec toutes les disciplines, justement, qui aura lieu demain. Encore une grosse journée, Marc, demain, hein, pour jeudi. Alors demain, qu'est-ce qu'on a pour nos Français? Demain, je crois qu'on a le super géant femme. On doit avoir les boss hommes avec de nouveau un principe de qualification pour ceux qui n'étaient pas dans les 10 meilleurs de la première qualification hier. Donc il y a une deuxième qualification et ensuite on enchaîne par les stades finales, comme aujourd'hui avec Perrine Lafont. Et il y a le 10 km, mais bon là, je pense que le 10 km ski de fond libre femme, on attend encore une razzia pour le coup euh, des, euh, des Suédoises, je pense. Mmh. Ah voilà. Ah donc voilà qu'une grosse journée demain à suivre en télévision. Puis nous, bah, on sera là demain soir pour, décrypter et on espère, encore parler, des Français, hein, demain avec la suite, de cette compétition, Marc, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vous m'avez pas posé la question piège, Johan. Ah!
Ah, je vais Parce pas que penser alors. souvent on dit que oh non, mais parce qu'en France, on a entendu pendant des années et des années, même moi quand j'étais petit, que quand on n'arrivait pas à gagner, je pense à Nils Allègre, c'est qu'on avait mal farté. Vous savez, c'était à un moment donné, on avait toujours cette excuse-là. Et je Mmh. me suis dit: «Peut-être que Johan, il va me la sortir de sa botte secrète». Je vous Même pas. rassure, aujourd'hui, c'est plus les structures de semelles. Alors pour les filles, Ouais. je reviendrai sur le ski de fond notamment et en tout cas le biathlon. Aujourd'hui, on a vu que les filles avaient encore du matériel, ce qu'on appelle hors sol. Ils avaient des préparateurs, hein, parce qu'ils ont un staff. Et j'en ai déjà parlé il y a quelques jours en arrière. Mmh. C'est la même chose en ski alpin. Il y a un staff derrière. Il y a un travail important par rapport à justement à à ces variantes de température et d'hygrométrie, quels que soient les sports. Et c'est vraiment un casse-tête chinois pour tous ces techniciens de l'ombre. Et on a vu qu'aujourd'hui, en tout cas, nous en biathlon, ça a bien marché. Pour revenir à Nils Allègre, on nous avait dit: «Ah bah tiens, est-ce qu'il avait mal farté aujourd'hui?» Non, Mmh. Non. je pense pas qu'il avait mal farté du tout, bien au contraire. Et voilà, c'était la petite boutade, que je voulais vous amener sur la table. Voilà. Bah, voilà, merci Marc pour, toutes ces explications. Voilà, plus de questions. Bah, voilà, bah, si vous avez encore d'autres questions à poser, ben, il sera là Marc demain, jeudi. On débriefera sur la journée de jeudi, hein, une grande journée encore de compétition. On espère encore de beaux résultats, pour, donc ces jeux olympiques 2026, Marc, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'espère demain chez les hommes, Ben Cavé, hein, alors il y a un gros plateau dans les bosses, hein. Il y a un très, très gros plateau, sur les Jeux olympiques, dans l'épreuve de bosse en individuel. Il y a vraiment du lourd. Il y a Ikuma, le japonais. Il y a aussi comment il s'appelle? Ben Cave, le français. Il y a les Suédois qui sont là. Il y a, comment il s'appelle le Canadien? J'ai Kingsbury, qui a Mmh. un palmarès énorme, l'un des plus gros palmarès du sport, des sports d'hiver. Donc, oui, oui, mais je pense que Ben, qui vient de Châtel, qui court pour Châtel, Ben, Châtel. je pense qu'il a les moyens techniques. On va voir comment il va avoir le déclic psychologique pour monter sur le podium. En tout cas, moi, j'y crois. Eh bon, on y croit également et on en reparlera demain soir. Et ça, c'est l'image du jour. C'est les trois filles, hein, qui ont Ouais, bravo les filles. remporté. Hein, bravo à elles. Voilà. Trois médailles, Bravo. une en or, une en bronze et puis une en argent. Voilà, une belle journée. En ce mercredi 11 février, on espère bien entendu encore d'autres médailles. C'est pas encore fini. Ça va durer encore une bonne semaine et demie. On suivra ça avec Marc, hein, tous les soirs. Bah, merci beaucoup, Marc, pour justement encore nous avoir bien éclairé ce soir sur ces résultats, vos analyses, également aussi avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs, Marc, hein. Merci beaucoup. Pas de souci, Johan. Super. Vous allez pouvoir manger tranquillement, vous reposer et impeccable. À demain. Bah voilà, bah merci à vous aussi également. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouvera donc demain pour la suite de ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée à vous. Du côté de Megève, hein, il neige? Est-ce qu'il neige? Revis pas, comme ils disent là-bas, revis pas, hein, vous savez. Alors, allez, je vais pas vous la faire. Vous savez, nous sommes en direct de Megève à 1340 mètres d'altitude. Il fait une température de au moins 8 degrés. C'est un petit coucou à mon ami, à notre ami Philippe de Paris. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, par tous les temps, hein, Allez, Philippe, hein, et Jean-Noël, ils sont par tous les temps, bonne tous les deux. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Marc, et à demain pour À le demain. journal des JO. Voilà pour ce journal des JO, pour cette journée de ce mercredi. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le journal des JO tous les soirs, hein, pendant ces Jeux Olympiques, et également aussi en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.